Vous êtes en train de suivre le talk, votre matinale d'information sur Vox TV. Et comme annoncé, nos invités sont déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit du professeur Francine Toumi, enseignant chercheur en biologie médicale. Bonjour professeur et bienvenue sur le plateau du talk. Bonjour Madame Andia. Voilà. Alors face à vous, professeur également enseignant-chercheur à l'université Maringouabi, docteur Jean Akiana, vous enseignez également la biologie médicale. Enchanté, merci Sarah. Voilà. Mais avec vous, professeur, docteur, nous allons parler du vaccin en Afrique. Mais avant cela, parlons d'abord de cette deuxième vague de contamination coronavirus qui se vit actuellement en Europe et même en Afrique. On suit ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. Le circuit légendaire de course automobile de Monza transformé en établissement de santé. La deuxième vague de Covid-19 ne laisse aucun répit en Italie. Du nord au sud, de la Lombardie à Naples sur ces images, les hôpitaux sont bondés. Faute de lits, des salles de soins improvisées sont installées dans les ambulances et stationnent à l'extérieur des centres hospitaliers pour assurer la continuité de la prise en charge des malades. Aujourd'hui, à l'hôpital de Cotugno, nous n'avons presque plus de lits disponibles. Nous travaillons intensément, nous faisons des sacrifices et assumons une grande responsabilité, en particulier le personnel soignant et les infirmières. Quand je les vois courir en dehors du périmètre de l'hôpital pour oxygéner les patients, je suis vraiment très fière. La deuxième vague n'épargne pas non plus la France. Après 2 semaines de confinement, le nombre de cas est en léger recul, mais la situation est toujours critique. Dans ce contexte, le confinement a été prolongé pour une durée d'au moins 15 jours et les contrôles d'attestation de sortie vont s'intensifier. Si l'on raisonne en moyenne sur 7 jours, nous observons une baisse de l'ordre de 16%. Cette évolution doit être interprétée de manière positive, mais prudente. Nous comptons ces derniers jours une hospitalisation toutes les 30 secondes et une admission en réanimation toutes les 3 minutes. 40% des personnes admises en réanimation ont moins de 65 ans. C'est évidemment considérable. Et nous avons dépassé en nombre d'hospitalisations le pic du mois d'avril. De son côté, la Suisse a dû faire appel à l'armée pour renforcer ses effectifs à l'hôpital. Pas moins de 2500 militaires vont prêter main forte aux médecins et infirmières. Objectif, contrôler un pic de 7000 cas et 93 décès ces dernières 24 heures. Vous allez être une star, vous allez être révélé au grand jour. Alors, docteur Jean Akiana, vous êtes docteur, vous enseignez également à l'université Maringouabi, la biologie. Alors, cette deuxième vague était prévisible? Bien entendu qu'elle était prévisible. Lorsqu'on prend en compte la situation climatique environnementale, lorsqu'on prend en compte la capacité de mutation dont ce virus était en mesure d'opérer, cette vague était bien. Et puis lorsqu'on prend en compte les mesures qui étaient prises à des rythmes qui étaient différents d'une contrée du monde à l'autre, il fallait bien s'attendre à ce qu'il en soit ainsi. Par exemple, en Occident, actuellement, vous savez qu'on est à des saisons où les températures sont basses, on est à l'entrée de l'hiver, et que ces virus-là s'adaptent et s'accommodent bien, se transmettent bien en période froide. C'était effectivement prévisible et malheureusement ça continue à défier les intelligences. Vous parlez justement de la situation climatique en Europe, mais comment s'explique-t-il que en Afrique également, professeur Francine Toumi, on est en train de vivre cette deuxième vague? Oh, les raisons sont multiples. Je dirais évidemment le relâchement des mesures barrières. Parce que effectivement, quand on regarde les données de l'Africa CDC, on voit bien que à partir d'août, on a eu le pic, et puis il y a eu une diminution, mais vraiment brutale, du nombre de cas.
dans toute l'Afrique. Donc, c'était vraiment le résultat de tous ces efforts. Et puis, il y a eu un relâchement et on voit bien, il y a eu un plateau entre octobre et novembre où la pente était moins nette et maintenant on est vers une augmentation du nombre de cas. La semaine dernière, pour les 7 derniers jours, par exemple, il y a eu une augmentation de plus de 30% des cas pour la région, en tout cas d'Afrique centrale. Donc, il faut se remobiliser pour respecter les mesures barrières, puisque tant qu'on n'a pas le vaccin, il faut se contenter de ces mesures de prévention. Finalement, malgré cette gestion approximative de cette crise, l'Afrique s'en est quand même bien sortie par rapport aux autres continents qui est touchés comme l'Europe, les États-Unis et l'Inde. Déjà, je n'aime pas beaucoup le mot gestion approximative. Non, au contraire, il y a eu je trouve qu'il y a eu une très belle coordination de l'Afrique. Très vite, il y a eu des confinements, fermeture, restriction des mouvements, et donc ça a eu son impact qui peut s'être mesuré donc par le faible nombre de cas d'infection et de morts. Donc moi je serais pas j'ai pas un jugement négatif par rapport aux mesures. Maintenant, on l'a échappé belle. On sait très bien que nos systèmes de santé sont très fragiles et que donc si il y avait eu beaucoup de malades, il y aurait eu un problème. Alors docteur Akiana, Jean Akiana, vous êtes scientifique, évidemment vous utilisez le langage scientifique. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique a eu la chance un peu de ne pas voir le nombre de cas tel qu'on a vu dans d'autres continents? L'Afrique est une partie du monde qui a des intelligences, où les hommes et les femmes s'organisent. Pour votre information, vous voyez, l'Organisation de l'Unité africaine s'est dotée d'une agence spécialisée dans la gestion des maladies, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, qui a fait des choses extraordinaires où on a vu certains pays, du fait de l'organisation de cette agence-là, a pu bénéficier des apports et des appuis pour aider nos pays à démarrer, à commencer, à renforcer leur système de contrôle des mesures barrières en termes de conseils, en termes d'intrants, de laboratoire et tout. Donc, l'Afrique a su s'organiser, ce n'est pas à minimiser, plutôt c'est à magnifier, de voir que l'Afrique s'organise comme partout ailleurs. Et on en est fiers. Est-ce que cette crise finalement va interpeller la communauté scientifique africaine, parce que on a beaucoup attendu de ces communautés scientifiques africaines, professeur? Oui, évidemment que la communauté scientifique africaine se mobilise, travaille, nous apportons notre contribution. On connaît les séquences des virus qui circulent sur le continent. Il y a la préparation aux essais cliniques. Donc, je pense que les scientifiques africains apportent leur contribution. On en parle beaucoup moins. Vous êtes au rendez-vous, justement, vous, les scientifiques africains, de cette crise, docteur Jean Akiana, est-ce que vous êtes au rendez-vous? On est au rendez-vous. L'Afrique est toujours le cancer des nations, ne laisse jamais les sièges vides. Je n'en veux pour exemple que l'organisation qui est en train de se passer au niveau des 19 pays membres du CAMES qui se sont structurés. Le CAMES est structuré en programme thématique de recherche. Et au moment où je vous parle, le président Macky Sall a apporté sa contribution en tant que chef d'un État africain à l'appui à la recherche, et le programme thématique de recherche en santé du CAMES a soumis des projets structurés pour mieux comprendre l'épidémiologie et ça se fait en Afrique par les Africains et pour les Africains. Notre collègue Bintou Sarr a été la lauréate de ce prix sur un projet en sigle ASLO, donc qui fait l'historique des problèmes de la Covid en termes d'épidémiologie, en termes d'anthropologie médicale, en termes de biologie même, pour que l'on ait des données factuelles intéressantes pour mieux structurer et orienter les politiques et les stratégies de lutte contre la Covid. Donc, les Africains, je vous dis, et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, Sarah, l'Afrique n'a pas attendu la Covid. On n'a pas à se donner les fleurs outre mesure, se faire des florilèges, mais l'Afrique est toujours au front. Nous sommes une zone du monde où les conditions climatiques, les conditions géoclimatiques et même hydrauliques nous mettent en face de plusieurs endémies. N'oublions pas une maladie comme le paludisme, et pour laquelle ma collègue et sœur, professeure Francine Toumi, est avant-gardiste dans la lutte.
Et on a fait de même dans le cas de la Covid. Chacun apporte ce qu'il peut. Chaque pays apporte ce qu'il peut et la communauté scientifique africaine apporte ce qu'elle peut. Vous dites que vous avez fait quand même pour cette pandémie, mais vous, les scientifiques congolais, on vous a pas assez vu pendant cette crise, notamment passé dans les médias pour communiquer afin de rassurer la population. Que s'est-il passé, Francine Toumi? Aujourd'hui, vous me voyez peut-être un peu plus dans les médias parce que j'ai quelque chose à dire. Un scientifique ne se lève pas pour venir faire des débats pour des débats stériles. Il fallait travailler. Il y a peu de scientifiques pour répondre aux questions de santé publique de notre pays. Face à un défi comme la Covid, je peux vous dire que nous étions front. Mon laboratoire qui travaille, comme a dit docteur Akiana, sur le paludisme, a mis 80% de ses ressources sur le travail sur la Covid. On a négligé ce qu'on était supposé faire pour ne s'occuper que de la Covid. Le diagnostic, mon laboratoire est impliqué dans le diagnostic du pays, mais je suis désolée, c'est extrêmement prenant. Donc, et il y a des gens qui sont mandatés pour faire de la communication sur la Covid. Donc, peut-être que vous aussi, les journalistes, auriez dû vous rapprocher des laboratoires, des scientifiques pour savoir ce qui était fait. Donc, comment vous voir dans les télévisions, dans les médias, pour en parler, pour sensibiliser, afin de les rassurer quand même, vous, les scientifiques. Mais parce que ce serait aller dans tous les sens. On ne gère pas une pandémie ou une épidémie en accordant la parole à tout le monde. Nous sommes dans les magistères, les laboratoires, là où nous réfléchissons. Et par notre métier, chaque métier a des principes. Le métier du journaliste, il y a des principes. Le nôtre, sans métier, la recherche a des principes. Par notre formation, on est habitué à nous exprimer sur les revues spécialisées. Et lorsque les gens ont besoin d'informations sur ce que nous faisons, les formations pointues sur la science, il suffit de vous rapprocher de nous. Nous accordons les interviews sur ce que nous faisons. La crise, il y a eu quand même ce silence de la part de vous, les scientifiques. Mais simplement parce que il a fallu un minimum de discipline. Parce que le pays devait se structurer, devait avoir une organisation. Et dans cette organisation, il a fallu un peu du temps pour identifier quelle est la place des scientifiques en dehors de ceux qui sont dans les commissions. D'autres qui ont des choses à dire par rapport à ce qu'ils font, ils doivent le faire de manière disciplinée pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Voilà. Et juste votre question est très importante en même temps parce que il y a quelque part l'ironie et pas que de vous, mais j'entends dans la rue, on se demande, des scientifiques congolais, ça sert à quoi? Ou même des scientifiques africains, ça sert à quoi? Nous travaillons justement les propos de la population. Non, absolument. Mais cette crise de la Covid a été, pour moi en tout cas, une expérience extraordinaire. À un moment, la voix des scientifiques était complètement inaudible. Moi, je peux vous dire que je n'ai jamais autant échangé avec les gens et même avec la presse internationale, les États-Unis, l'Angleterre, la France, et beaucoup moins avec la presse locale à une certaine période. Mais la voix des scientifiques était inaudible. Quand les politiques se mettent à faire de la science, à décréter que tel traitement fonctionne, que ça va dans tous les sens, à ce moment-là, ceux qui ont la connaissance, pas exclus. Il y a dans une cacophonie, comme a dit docteur, dans une cacophonie, il y a un moment, il faut que chacun qu'on se taise, qu'on attende que la cacophonie cesse pour pouvoir être entendu. Sinon, je suis désolée, j'aurais pu dire n'importe quoi à ce moment-là. Nous n'aurions pas été entendus, et de deux, nous avions mieux à faire, c'est travailler, mettre en place la possibilité de faire du diagnostic, de faire du traçage des cas contacts. Nous étions sur le front. Il y a peu de scientifiques, le peu de scientifiques étaient sur le front. Malheureusement, nous ne pouvions pas faire le show à ce moment-là. Et donc, la demande des communautés, des populations, elle est fondée, on s'en aperçoit, mais c'est simplement inhérent. Vous reconnaissez quand même une certaine légitimité dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils vous reprochent, ce silence pendant cette crise. On avait voulu bien voir le docteur Jean qui en a passé pour rassurer, expliquer ce qui se passe. Oui, mais nous l'avons justifié par le fait qu'il fallait être discipliné. Moi, personnellement, du fait de mes liens avec le professeur Didier Raoult, les gens ont attendu que je vienne donner mon témoignage, que je dise. Les politiques vous ont ravi un peu la vedette pendant cette période de crise. Bon, disons pas comme ça, mais que c'était le rôle. Le pays est quand même, les pays sont commandés en Afrique. Il faut entendre les cadences aller au pas
de ceux qui gèrent la cité. C'est une cité en pays. Et donc, dans l'approche du diagnostic, parce que ce qui était très important dans la gestion de la Covid, c'était vraiment le diagnostic en termes du travail des scientifiques. Il y avait sûrement d'autres choses à faire. Essayer de rechercher les molécules actives. Nous avons des formations doctorales dans lesquelles il y a des laboratoires qui travaillent sur ça, mais c'était trop osé. La situation était énorme et qu'il fallait aller à l'essentiel, s'attaquer à l'essentiel, parler moins pour être plus efficace. C'est cela, la science, on n'aime pas beaucoup de bruit, c'est comme une armée qui va et surtout, au front. Vous évoquez le professeur Didier Raoult, notamment, lui aussi, malgré la discrétion, il a fait quand même des sorties médiatiques pour expliquer certaines choses. On aurait voulu voir ça aussi de vous. Oui, mais il ne l'a pas fait en désordre. Il est resté régulièrement attentionné à la voix de son pays, à la voix de son président, à la voix de son premier ministre, à la voix du directeur général de la santé de la France. Et donc nous, de la même manière, ma collègue professeur Ntoumi et moi, et les autres, et beaucoup d'autres scientifiques, lorsque le maillon qui était essentiel, qui concerne à mettre les procédures en place pour que ceux qui sont au front ne se contaminent pas beaucoup, faire en sorte que les examens soient les examens de qualité, c'est le travail de scientifique. Il est multifacette. Parce qu'il y avait quand même une certaine incompréhension de la part de la population. Covid-19, c'est une pandémie qui est assez nouvelle pour la population. Il fallait que vous, en tant que scientifique, vous passiez pour expliquer le fonctionnement, etc., comment les choses... et vous, cela s'est fait. Là, vous n'êtes pas sympa avec nous. Cela s'est fait. Mais c'est vrai que à ce moment-là, il y a eu... beaucoup de communication, et là, pour le coup, je vous attaquerai, à savoir une mauvaise communication. Parce que, effectivement, quel est le résultat de cette communication où, justement, effectivement, les scientifiques n'ont pas été... aux médias ou encore aux politiques? La communication générale, non. Un ensemble, non. Aussi bien les journalistes, les responsables de la communication par rapport à la Covid, encore une fois, c'est la première fois qu'on se retrouve tous dans une telle situation de pandémie, à savoir aujourd'hui, la Covid a été et encore stigmatisée, alors qu'il n'y a pas de quoi avoir la Covid, enfin, il n'y a pas à être stigmatisé. On en est arrivé à ce résultat. Pourquoi? Parce que il y a eu une mauvaise communication. Donc je ne mets le blâme sur personne. Tout le monde a été surpris. Donc tout le monde a réagi différemment avec les conséquences qu'il y a eu. Donc les scientifiques, encore une fois, les scientifiques ont essayé de parler, mais leur voix était inaudible. Vous parlez justement du professeur Raoult et du débat en France. Je peux vous dire que beaucoup, même en Angleterre et partout, observer ce qui était en train de se passer. Parce que pour la première fois, ce qui se passait, c'est que les discussions de professeur Raoult avec les autres, ce sont le genre de discussions qu'on a tous les jours entre scientifiques. C'est ce qui fait avancer la science, la contradiction. Mais dans le cadre d'une pandémie aussi nouvelle, aussi surprenante, voir les scientifiques sur les plateaux en contradiction, ça peut perturber. Et nous, au Congo, je ne pense pas que vous étiez ceux qui comprenaient en réalité ce qui se passait. Non. Vous comprenez un peu. C'est que justement, en matière de gestion des épidémies, la communication est l'épée à double tranchant. Exactement. Lorsqu'elle est mal conduite, vous m'auriez appelé pour dire, docteur Akiana, quel est votre point de vue par rapport au masque, au port du masque? J'aurais dit quelque chose parce que justement, comme dit professeur Ntoumi, c'est une affection, une maladie face à laquelle nous n'avons pas de recul. On n'a pas d'expérience, on n'a pas de recul, on apprend tout en étant au front, en étant au combat. Donc à ce moment-là, lorsqu'on a un minimum d'intelligence collective et même individuelle, c'est de comprendre qu'on ne va pas sur les plateaux de télé pour dire n'importe quoi. Il suffit que ça glisse, qu'on dise quelque chose de déplacé. Ça peut avoir un impact extraordinaire sur la gestion de ces mêmes populations qui demandent qu'on vienne parler. Alors, nous avons l'obligation, on comprend ça. Nous sommes, professeur Ntoumi et moi, on est les fruits de l'effort de la nation. Chacun a payé les impôts, nos parents ont payé les impôts pour qu'on puisse nous former, et nous avons le devoir sacré de rendre compte de ce que nous savons, de ce que nous apprenons, de ce que nous savons faire. Mais on doit être discipliné et structuré.
Voilà. Simplement. Alors, docteur Jean Kiana, merci. Vous restez avec nous, professeur Toumi également. Vous restez avec nous, avec vous. Évidemment, on va parler du vaccin contre la Covid-19. Déjà, quelques pays européens sont en train de se faire vacciner. On suit ce reportage. On se retrouve tout à l'heure pour la discussion. Une livraison comme les autres en apparence, par un camion frigorifique, dans cet hôpital de la banlieue sud de Londres. Pourtant, dans ce colis se trouve l'espoir de sortie de la crise sanitaire au Royaume-Uni. Chacune de ces boîtes contient des vaccins. Sans tarder, mais avec délicatesse, elles sont stockées dans un congélateur à moins 70 degrés. Cet établissement est l'un des 50 hôpitaux qui administreront les premières doses, dès mardi. Savoir que les vaccins sont ici, que nous sommes les premiers du pays à les recevoir, et même les premiers au monde, c'est incroyable. Je suis si fière. Avant de rejoindre les centres de vaccination, toutes les doses qui arrivent au Royaume-Uni depuis la Belgique passent par ce centre de stockage, une ferme à congélateur dont l'adresse est tenue secrète face à l'enjeu. En attendant les premières injections, dans cet autre hôpital au centre de l'Angleterre, ces infirmières révisent le protocole. Je veux d'abord m'assurer que vous acceptez la vaccination. Oui, j'accepte. C'est un saut dans l'inconnu, logistique et médical. Même si les autorités britanniques répètent que les contrôles ont été stricts, certains soignants ne peuvent cacher leurs interrogations sur ce vaccin autorisé en un temps record par le Royaume-Uni. C'est un nouveau vaccin pour une nouvelle maladie. Alors c'est pour ça que je suis un peu stressé. Et je sais que certains de mes collègues le sont aussi. Mais je crois que c'est un immense progrès pour nous et un immense progrès pour nos patients également. 800 000 doses seront administrées dans cette première phase de la campagne au Royaume-Uni, de quoi vacciner 400 000 personnes, puisque chacune reçoit 2 injections. Alors, professeur Francine Toumi, je me tourne vers vous. On a suivi ce reportage. La Grande-Bretagne actuellement a lancé sa campagne de vaccination. Le vaccin s'avère aujourd'hui comme le moyen efficace pour lutter contre la Covid-19. Oui, c'est un moyen de prévention et quand on voit les vaccins dont on a eu les communiqués de presse, les 4 premiers vaccins, ils ont tous une efficacité qui va de 70 à 95%, voire plus. Donc, si cette efficacité est vérifiée donc dans cette phase de déploiement, effectivement, ce serait un moyen efficace de stopper la transmission. Vous êtes biologiste, évidemment. On va parler du processus de mise en place de ce vaccin parce que au départ, il y a eu 170 candidats vaccins et puis on est tombé à 4 finalement. Expliquez-nous un peu comment ça se passe pour élaborer. Il y en a plus de 300 candidats vaccins. Parce que déjà, fabriquer un vaccin, ça coûte extrêmement cher. Et un vaccin se fait suivant 4 phases, pardon. Donc, lesquelles? La phase 1 où pour la première fois le candidat vaccin est testé sur un petit nombre d'individus et là on teste juste la sûreté, la sécurité, on ne teste pas l'efficacité. Ensuite, il y a la phase 2 où on teste sur un petit nombre d'individus, on regarde toujours la sûreté, mais on commence à regarder l'efficacité. Et la phase 3, qui est sur un nombre là, par exemple, c'est plus de 200 000 participants, où là, on teste à large échelle l'efficacité du candidat vaccin. Ensuite, il y a la mise sur le marché, il y a un professionnel peut-être qui vous parlera mieux des précautions que prennent ceux qui mettent sur le marché, justement parce que beaucoup de gens ont peur du vaccin, mais justement c'est le rôle des autorités de régulation arrivées à cette phase 3 de décider si le produit est bon pour mettre sur le marché, être vendu ou donné à toute la population. Voilà. Mais généralement, ces phases prennent beaucoup de temps, voire 15 années, pour la première fois avec ce vaccin, il a mis moins d'un an. Rapide. Voilà, exactement. Cette mise en place a été assez rapide quand même. Classiquement, la mise en place dans l'élaboration d'un médicament, même en médicament, parce que le vaccin, c'est quelque part un médicament. C'est le développement d'un médicament, d'un vaccin en plus prend beaucoup du temps. Les étapes dont a parlé professeur Toumi, c'est les étapes obligatoires par lesquelles il faudrait passer. Et il faut à chaque étape des gens formés à cela. Maintenant, le monde avance, les technologies s'affinent
Et la chance qu'on a, c'est que le monde a fait des bons en avant en matière de technologies d'élaboration, de mise au point des vaccins. C'est pour ça que c'est allé vite. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles on a la peur, c'est le recul. C'est allé tellement vite dans l'élaboration, la mise au point de ces vaccins, qu'on se dit, d'autres vaccins classiques, on a souvent le recul. C'est vrai qu'on parle mais là, on n'a pas de recul. La fiabilité de ce vaccin à 94%, ouais. Son efficacité également sera prouvée parce qu'il y a des gens qui sont vaccinés. On ne sait pas encore les effets, justement. Est-ce que ça va protéger à long terme contre la Covid? Alors, juste, je me rends compte que j'ai pas fini de répondre à l'autre question. Pourquoi on est passé de 300 à 4 pour le moment? Non, juste pour vous montrer justement la sécurité, à savoir que à chaque étape, il y a un go, non go. On avance ou on n'avance pas. Voilà. Donc, ces candidats, à chaque fois, ont eu le feu vert, on va dire, pour passer aux autres étapes. Donc, c'est un peu le langage profane, hein, pour oui, les gens mais qui pour ne dire, non, mais exactement, mais c'est vraiment scientifique. Non, mais en anglais, c'est en scientifique, on dit go ou no go. Bon, là, c'est donc je dirais feu vert ou feu rouge, on stoppe. Et donc, il y a beaucoup de candidats qui sont arrêtés à la phase 1 et qui n'arrivent pas à passer aux autres phases. Voilà. Donc, pour ces médicaments, donc la sécurité est la phase, le point prioritaire de tout développeur de vaccins ou de médicaments. Donc, là-dessus, il n'y a pas de... Voilà. Alors, est-ce que ce vaccin va protéger à long terme? Mais on verra, justement. On verra, nous sommes au front et on est dans le feu. Ce serait très précoce aujourd'hui de dire oui, c'est bon. Le fabricant est un commerçant avant tout. Eh ben, même si à la base il travaille avec les scientifiques, mais il arrive un moment où ça passe à l'étape de l'innovation. Quand on passe à l'étape de l'innovation, vous allez avoir forcément des gens qui ont de l'argent, donc qui sont quelque part mi-fabricants, mi-commerçants, mi-innovateurs. Et donc on n'a pas suffisamment de recul. Donc ceux qui fabriquent, qui vantent les mérites de leur vaccin, libre à eux de dire, ils protègent à 95%. Mais demain, on saura très bien lesquels ont cette efficacité, parce qu'il faut un recul. Le financement, oui, parce que l'Europe a déjà commencé la vaccination. On ne sait pas encore en Afrique. Le vrai problème en Afrique, c'est le financement justement de ce vaccin. Est-ce que nous aurons les moyens de financer ce vaccin en Afrique? Au début d'une maladie, une infection comme le HIV, lorsqu'on a eu des grands problèmes sur une maladie comme le paludisme, il y avait toutes ces questions et tous les médicaments qui arrivent sur le marché, en premier lieu, ont toujours des coûts énormes. Mais après, il y a des solidarités au niveau humanitaire qui font que, et il y a des philanthropes qui donnent. On y arrivera. Le plus important, que ça soit en vaccin ou des vaccins sécurisés, des vaccins efficaces. Une fois que cela est établi, il y aura de par le monde la solidarité institutionnelle, la solidarité, et je vous donne l'information selon laquelle, vous voyez, le Fonds mondial a été mis en place pour s'attaquer à 3 maladies. Le paludisme, le HIV, le sida et la tuberculose. Mais je vous apprends que depuis un moment, cette institution qui a mis les fonds dédiés à la lutte contre ces 3 maladies est en train de faire glisser certains financements pour soutenir la lutte contre la Covid. Et ça, c'est un modèle, un exemple de solidarité humanitaire internationale. Et puis, n'oubliez pas que dans les pays en développement comme les nôtres, on est des États, on est des pays. Lorsque le danger frappe à la porte de la maison, le chef de famille sait où on trouve l'argent. Voilà. Nous aurons les moyens. Justement, je parle de l'Afrique. Nous, au Congo, professeur, est-ce que nous aurons les moyens de financer ce vaccin et de lancer cette campagne de vaccination ici chez nous? Alors, l'Afrique s'est organisée, comme on le disait au début, sous l'ombrelle de l'Africa CDC. Il y a 55 États membres qui ont donné mandat à l'Africa CDC de travailler à l'accès équitable du vaccin à la population africaine. Donc, ça, c'est
c'est un premier effort. Donc l'Africa CDC est en contact avec tous les développeurs pour, avec la Chine, avec COVAX, Gavi, donc je reviendrai là-dessus, pour cet accès équitable au vaccin. Parce qu'il est hors de question que le monde soit vacciné et que les Africains ne soient pas vaccinés. Maintenant, le Congo fait partie des États membres, donc il va bénéficier de la vaccination de 76% de la population pour absolument faire face à cette pandémie. Il y a un mécanisme qui est mis en place par Gavi, que beaucoup d'entre nous connaissons bien pour les vaccins des enfants, pour que justement les pays éligibles, dont le Congo, puissent bénéficier de doses de vaccins à travers cela. Donc, la population congolaise aura accès à ce vaccin par divers mécanismes. Mais cela est en train d'être mis en place et donc l'Afrique n'attend pas, elle est en train de réagir et de se préparer à recevoir ce vaccin. Et justement, professeur, vous parlez de recevoir ce vaccin. Le grand défi sera au niveau de la conservation de ce vaccin-là. Est-ce que nous avons les moyens justement de conserver le vaccin contre la COVID-19? Mais lorsque la stratégie sera mise en place, il y aura le volet logistique et qui sera prise en compte. Figurez-vous, nous avons avant tout des vaccinations dédiées à nos enfants dans ces pays et au Congo. On s'arrange, on se bat, on arrive. C'est exigeant. Oui, parce qu'il veut. Oui, c'est dans les freezers. Structures qu'il faut justement pour la stratégie prendra en compte le renforcement de la chaîne de froid. Ça, c'est clair. Ceux qui vont aider l'Afrique prendront en compte, et en l'occurrence Africa CDC, qui est notre organe au niveau africain de gestion des maladies, de contrôle des maladies, parce que la vaccination, c'est ce qu'il y a de mieux pour les pays en développement. Si aujourd'hui les pays développés tendent la main vers la vaccination, si demain il est prouvé qu'il y a des vaccins sécurisés et qu'il y a des moyens pour les déployer, il ne faut pas que les gens soient résistants, simplement parce que c'est la médecine préventive qui est la mieux pour les pays africains, les pays en développement. Professeur Francine, nous avons un système sanitaire assez précaire parce que comment justement, une fois nous avons accès aux vaccins, comment conserver ces vaccins-là? Alors justement, vous avez demandé comment on se prépare. Tout ça fait partie de la préparation. La préparation, ça veut dire quoi? La logistique. Si on a le vaccin de Pfizer qui demande des moins 70, il faut qu'on ait les capacités d'avoir ces moins 70. Il est possible, par exemple, que les moins 70 soient basés dans les capitales et qu'il y ait des relais après pour l'intérieur des pays. Ça fait partie de la stratégie que mettront en place les différents pays. Pendant qu'il y a la stratégie qui se met en place, il y a la préparation des personnels. Il y a tout un ensemble. Il y a le suivi. Vous parlez de la sécurité. Il faut que les scientifiques se prépare à étudier comment ce vaccin, les effets secondaires de ce vaccin sur le terrain. C'est maintenant qu'il faut que l'on se prépare. L'argent, les banques, la Banque mondiale, les banques africaines de développement sont mis à contribution actuellement pour aider les pays à pouvoir acheter les doses complémentaires de vaccins. C'est maintenant que cette préparation... Le Congo fait partie de l'Afrique. Il faut pas isoler. Il y a toujours des possibilités. Les États sont souverains. Un pays peut dire, j'ai assez d'argent, j'achète mes doses, je fais mon truc, parfait. Mais quand on a... Comme a dit Dr Akena, la solidarité, et l'Afrique est plus forte quand elle est ensemble pour aller négocier le prix, parce que il faut aller négocier le prix du vaccin. Si on part en groupe, ce sera plus facile de négocier ces vaccins à prix bas. Dans votre reportage, vous avez dit 2 doses. Enfin, vous avez dit, excusez-moi. Il a été dit qu'il y aurait 2 doses par vaccination. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, il faut négocier pour avoir les prix à la baisse et puis pour pouvoir protéger la population. Les défis sont toujours énormes. Nous parlons, c'est vrai que lorsque le Congo a accès à ce vaccin, on parle de Brazzaville et de Pointe-Noire, mais dans l'arrière-pays, comment va s'organiser cette campagne justement de vaccination? Le Congo a ses problèmes. Le Congo est un pays qui est solidaire des autres, qui a le regard fraternel des autres, le regard humanitaire des autres, et qui est un pays qui arrive à s'organiser. On aura un sursaut dans ce pays pour pouvoir nous organiser, même si quelque part
on a des systèmes de santé qui ont des problèmes. Je vous apprends la que précarité de ce système. Bon, je n'utilise pas un mot aussi compliqué, aussi difficile, parce que sinon même le paludisme nous aurait emporté, on ne serait pas aujourd'hui des biologistes. C'est un pays qui sait s'occuper de sa population nonobstant ses difficultés. Mais il y a des relais au niveau même, au niveau sous-régional. N'oubliez pas que nous avons l'organisation comme l'OCEAC qui se bat, qui est l'agence spécialisée en matière de santé de la CEMAC, qui a des points focaux. Je vais vous dire ça, moi je suis le point focal de cette organe coordination. En fait, c'est l'organisation de coordination de la lutte contre les épidémies et les endémies en Afrique centrale, qui s'organise, qui a placé des points focaux dans les pays. Moi, je suis l'un des points focaux de l'OCEAC au Congo, où on reçoit, il y a les correspondances qui arrivent à nos autorités au niveau sanitaire et où ils regardent les tendances par pays. Donc, à travers ces relais, au niveau où nous avons Africa CDC à travers l'UA et qu'au niveau sous-régional, nous avons des structures comme l'OCEAC et l'effort national mis ensemble, le regard de la communauté internationale, on y arrivera. Donc, je n'ai pas de doute sur cela. Le Congo va trouver les fonds justement pour financer ces campagnes de vaccination. Par le mécanisme Gavi, déjà, il y a des financements possibles. Donc, c'est actuellement, tout cela est en train de se mettre en place. Il faut bien écouter, bien retenir. C'est-à-dire que c'est pas il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Même l'organisation au niveau du ministère de la Santé, le programme élargi de vaccination est en train de s'organiser. Donc, dans un monde idéal, il est possible que les gens soient vaccinés au premier trimestre de l'année prochaine. Le premier trimestre de l'année prochaine, c'est demain. Donc, c'est pas demain qu'on va se préparer. La préparation, c'est maintenant. Donc, voilà, donc le Congo se prépare, tout comme les autres pays, en lien au niveau du pays, en lien avec l'Africa CDC, en lien, on l'oublie, l'UNICEF et l'OMS, qui sont très présents dans ce mécanisme, la Banque mondiale, les banques africaines de développement pour pouvoir assister les pays à avoir les moyens d'acheter le vaccin. Francine Toumi, vous qui êtes une biologiste, on a vu en Europe la Covid se manifester de manière assez sévère, mais sur les Africains, on n'a pas eu vraiment ces symptômes assez sévères. Mais on va vacciner les Africains. Est-ce que on sait des réactions peut-être? Ça va pas réagir de la même manière que sur les Européens? Très bonne question. Et justement, ce que les scientifiques et l'organe de coordination d'Africa CDC souhaitent, c'est que ces vaccins puissent aussi certains, pas tous les vaccins évidemment, puissent être testés sur la population africaine. Sur certaines populations africaines, il y a déjà des sites qui ont été sélectionnés pour voir effectivement comment, si l'efficacité rapportée ailleurs aux États-Unis de 95% est la même en Afrique. Pour le moment, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a participé aux essais cliniques, donc du vaccin d'Oxford AstraZeneca. C'est le seul pays. Donc, et justement, là, docteur, l'un des grands défis, parce que vous nous avez invités comme des scientifiques, c'est que les scientifiques africains, en général les Congolais en particulier, puissent s'essayer à avoir les capacités, à démontrer qu'ils ont la capacité à contrôler le circuit du médicament. La population, une fois le vaccin, je parle d'abord de la population, oui. C'est aussi les réactions, parce qu'on ne sait pas comment le vaccin va. Une fois de plus, c'est la communication qui va gérer pour rassurer les populations. Les autorités vont, en ce qui les concerne, rassurer la population. Mais nous, en tant que scientifiques, le combat qui est majeur, c'est à ce moment-là que nous allons nous opposer comme une véritable cuirasse pour protéger les populations, de nous assurer quelque part que Dr Akiana a étudié les essais cliniques à Pasteur Paris. C'est maintenant qu'il faut qu'il sorte le muscle aux côtés de sa sœur, la professeure Ntoumi, pour démontrer que nous pourrons contrôler un médicament en l'évaluant et que au niveau du ministère de la Santé où il y a des autorités de régulation, je vais vous donner une information sur la base d'un projet dont professeur Ntoumi a été porteuse. Vous savez qu'on a formé dans ce pays longtemps avant que nous ayons cette maladie, la Covid,
La menace de cette époque, c'était la maladie à virus Ebola. Elle a aidé au travers de ce financement, ce projet Pandora, coacher, former les autorités de régulation. L'autorité de régulation, dans le cas des médicaments, dans le cas des vaccins, c'est un comité d'éthique qui doit dire oui, puisque le médicament va passer sur les humains, ok, nous allons regarder quelle est la dose qui est placée, est-ce que la notice est bien faite, est-ce que l'humain sur lequel vous allez faire le vaccin a l'âge requis pour recevoir ce vaccin. Et puis l'autorité de réglementation, c'est le responsable qui signe tous les actes sans lesquels un médicament ne peut pas entrer dans le pays. Il y a une autorité de régulation. Vous parlez justement, le directeur du médicament et de la de rassurer la population. Ouais. Mais est-ce que vous, en tant que scientifique, vous avez conscience que cette campagne de vaccination, une fois lancée au Congo, sera heurtée au scepticisme de la population qui ne croit à l'existence ou non de la Covid chez nous? Il suffit d'associer des collègues socio-anthropologues, de se mettre ensemble, d'avoir des autorités. Nos autorités savent qu'est-ce qu'on dit, de mettre tout le monde à profit. La communication passera. Ce pays, comme les autres, sait faire des choses. On se met ensemble, on structure la communication. Les populations congolaises ne sont pas aussi résistantes. Je réalise des travaux de terrain, mais ils sont pas si résistants que ça. Dans les écoles, les parents peuvent décider, selon ce qu'on entend, ce sera fait de commun accord. Les enfants à l'école, ce sera fait de commun accord. La vaccination va passer par là. Ce sera fait de commun accord. Un médicament comme ça, un produit comme ça, il faut le consentement éclairé. Vous avez suivi dans le reportage de vos collègues de France 24, où on interroge carrément la candidate à la prise du vaccin. Acceptez-vous cet exercice pour les médicaments qui rentrent dans un pays pour la première fois? Et nous, d'ailleurs, dans la conduite des essais cliniques, des essais vaccinaux, c'est le credo. Vous ne pouvez pas administrer le médicament à quelqu'un qui a l'âge de la majorité sans lui demander son consentement. Le consentement sera passé, mais il sera précédé par une communication. Le vaccin contre la Covid ne sera pas c'est-à-dire imposé, obligatoire. Ça va se faire avec le consentement. On va emmener une responsabilité de l'État. C'est pas nous, scientifiques, qui allons dire, qui pouvons répondre à cette question. La question que je vous pose, professeur Francine Toumi, est-ce que vous avez conscience du scepticisme au sein de la population? Mais bien sûr qu'on en a conscience. Donc, justement, il y a un pilier communication. On en parle depuis tout à l'heure quand Dr Akena a dit qu'il faudrait des socio-anthropologues qui interviennent. Absolument. Il y a eu une erreur de communication jusqu'ici qui a fait que d'une maladie, certes contagieuse, mais bon, pas stigmatisante, est devenue une maladie stigmatisante. Maintenant, il faut qu'on comprenne que ce vaccin n'est pas un vaccin qui est fait pour tuer la population. Mais comment on va faire pour rattraper les choses? Parce que la population a assez peur, ça manquait le côté humain dans la communication. Comment on va faire justement pour rattraper les choses, pour que la campagne de vaccination se fasse normalement? Excusez-moi, juste pour vous dire, s'il vous plaît, vous avez invité des scientifiques, c'est le job, c'est le travail des scientifiques, c'est un métier, les sciences sociales, c'est étudier comment tel groupe fonctionne, quel type de message on peut donner à ce groupe et qu'on ne peut pas donner à tel groupe, comment il faut parler à la population. Ce sont pas des choses qui se font au hasard. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que certaines personnes pensent et préparent des messages en se disant ça va toucher la population, et ça a un effet contraire. Mais parce qu'il y a des gens qui étudient les sciences sociales, il y a des chercheurs, des sociologues dont le job est justement d'étudier la population pour savoir exactement quel est le message qui va faire que l'information passe dans cette population. Voilà ce que l'on doit faire maintenant. Exactement. Et donc le moment venu, les scientifiques de toute discipline, parce que ça doit être multidisciplinaire, chaque fois quand leur besoin se fera sentir, là, on conseillera au pays que là, il faut prendre des socio-anthropologues, là, il faut prendre... Dans ce pays, il y a des gens formés dans ces spécialités-là. On se met ensemble en intelligence, on structure les métiers. Et vous savez, on ne fait jamais rien comme ça. On se lève pas un matin pour lutter contre une épidémie, ou contre une épidémie qui a une portée internationale.
le pays là s'est doté d'un plan de préparation. Alors, il s'appelle comme ça. J'ai beaucoup aimé ce que le professeur Toumi a dit, un plan de préparation et de riposte contre la Covid. Parce qu'il y a des étapes de préparation. Et il y a des étapes de suivi-évaluation où on peut évaluer, on se dit les messages ne sont pas bien passés, il faut réajuster, il faut apporter telle intelligence. Alors, en philosophe, en sociologue, Docteur Jean Akiana, oui. puisque vous avez la parole, vous allez la garder. Oui. Est-ce que cette crise de Covid-19, puisqu'on a dit que c'est venu mettre à nu notre système sanitaire, est-ce que vous, en tant que scientifique, c'était pas l'occasion pour vous aussi de faire un plaidoyer pour arranger carrément ce système sanitaire malade? Oui, mais ce n'est pas l'apanage du Congo. Malheureusement, j'aime bien ce pays. Enfin, nous l'aimons bien. C'est global. Vous voyez, quand vous avez en face un pays comme l'Italie, vous savez, c'est des pays énormes. Un pays comme les États-Unis, qui ont des problèmes. C'est pour ça que moi, je trouve impropre de parler. Comparer quand même le système sanitaire italien, américain. Non, mais et ils ont plus de problèmes que nous. Excusez-moi, je ne suis pas aussi narcissiste. Mais je n'utilise pas non plus certains mots pour mon pays, parce que je suis certain qu'on peut tout faire ensemble. Professeur Toumi et moi, on a fait l'école, on a fait les formations avec des amis français, on a mis nos pieds à l'Institut Pasteur, très célébrissime Institut Pasteur de Paris. Ce que les collègues ont appris à faire là-bas, nous pourrons le faire ici. Donc on n'a pas le système sanitaire justement. On est les scientifiques. Si déjà nous les scientifiques, on ne doit pas être décomplexés. Avec quel système sanitaire? Non, on a Est-ce que c'était pas le temps cette crise-là est venue interpeller les scientifiques et les politiques pour mettre en place un système sanitaire fiable, de qualité? Par contre, je suis d'accord avec vous que c'est l'opportunité d'arranger les choses. Justement, aussi bien ici que partout ailleurs. On fait les constats. On parle du Congo, nous parlons du Congo. Nous parlons du Congo. Alors, la science est universelle. Alors, mais on peut tout arranger, on peut arranger. Ce qu'on observe déjà qui ne marche pas, où il y avait des faiblesses, on arrange au fur et à mesure. Parce qu'on a été surpris par la venue de la Covid. Voilà, professeur Francine Toumi, une réaction. Je pense qu'effectivement, cette Covid, c'est vrai, ça a mis encore plus à nu les systèmes de santé et puis la faiblesse aussi de la recherche scientifique menée au Congo. Certes, mais pour moi, je vois ça effectivement comme une opportunité. Parce que les frontières ont été fermées très vite au mois de mars, avril. Et c'est très bien. Ça a permis de se rendre compte quelles étaient nos forces quand tout est fermé. Comment on se bat? Ça, c'est le premier point. Pour moi, c'est une grande opportunité. Et j'espère, effectivement, que, en même temps, j'oubliais, la Covid a montré à quel point la science est importante dans tous nos pays. Ça a montré à l'Afrique qui n'arrive pas à mettre les 2% de son budget dans la recherche scientifique pour arranger le continent, à quel point la science est importante. Parce que là, il fallait travailler au labo avec des outils de pointe. Et là, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Donc, ce que j'espère, oui, c'est que nos autorités ont compris qu'ils doivent mettre immédiatement un budget pour la recherche scientifique de ce pays. Parce que des épidémies, chère madame, il y en aura d'autres qui vont arriver. La Covid n'est pas unique, d'autres épidémies vont arriver. Tirons les leçons de cette épidémie. Mettons un budget pour justement relever les laboratoires, relever les systèmes de santé de façon qu'encore une fois, quand tout sera fermé, qu'on va se retrouver à se regarder entre le blanc de nos yeux, on soit capable de sauver des vies et pas qu'attendre que les avions marchent pour envoyer nos malades à l'étranger. Voilà. Alors, la Covid, on l'a compris, ça a interpellé et les scientifiques et les politiques à la fois. Merci, professeur Francine Toumi. Vous êtes chercheuse. Voilà. Alors, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Alors, merci à vous d'être passé sur le plateau du Talk et docteur Jean Akiana, chercheur en biologie, et vous enseignez également à l'université Marie-Ngouabi. Merci en tout cas à vous et merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. Merci à vous également pour votre attention. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Talk. Prenez soin de vous.